Bienvenue au département des mystères. Nous sommes Lizzie et Adrien. Et nous nous trouvons actuellement dans le mystérieux département des mystères à Londres. Dans chaque épisode, nous allons explorer des sujets qui n'ont pas été directement abordés dans la saga Harry Potter. Si vous vous êtes toujours demandé s'il existe un hypermarché pour sorciers, Quelles matières sont enseignées à Beauxbatons? ou bien à quoi ressemblerait la Grande-Bretagne si Voldemort avait gagné, Alors vous êtes au bon endroit. pour nous aider dans notre tâche, nous avons autour de nous des langues de plomb. Bonjour Lizzie, ma chère collègue Serpentard. Bonjour Adrien, mon magnifique collègue Gryffondor. Nous voici devant la salle aux 12 portes, prêts pour une nouvelle session de travail. Des premiers signes de magie à l'obtention des aspics, quid des crèches ou des écoles primaires? La parentalité dans le monde de la magie n'est pas une mince affaire. Nos héros surmontent bien des épreuves avec leurs ados qui bravent les lois du monde magique en s'emparant d'un retourneur de temps dans l'enfant maudit. Et que dire de Molly Weasley et du challenge bien corsé d'élever deux bouts en train comme Fred et George, toujours prêts à semer la pagaille derrière eux dans une famille qui compte pas moins de 7 enfants armés d'une baguette magique. Alors, la magie est-elle une aide à la parentalité ou une difficulté supplémentaire pour les parents de petits sorciers? C'est la thématique qui occupera notre séance d'aujourd'hui, en compagnie de Woxen, grande matriarche de la divination. Bonjour. Et pour représenter la Fondation pour l'émancipation des magiciennes et mères en Europe, la créatrice Virginie ne pouvant se joindre à nous aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir sa porte-parole, Amandine. Bonjour. Alors à quoi ressemble une famille sorcière avec enfants, à commencer par l'attente des premiers signes de magie à l'arrivée d'un nouvel enfant dans un foyer magique? Est-ce un moment attendu ou redouté des parents sorciers? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Amandine et Woxen? Est-ce que vous seriez dans l'attente des premiers signes de magie chez votre enfant ou est-ce qu'au contraire, vous seriez un peu stressé de savoir ce qui va se passer avec la magie du nouvel arrivant? Alors, pour la fondation, pour laquelle je suis porte-parole, on pense que, le fait d'attendre un enfant dans une famille sorcière, c'est s'exposer à une pression dès, la plus tendre enfance, heu, pour l'attente des premiers signes de magie. Parce qu'on a par exemple l'exemple de Neville, dont le grand-oncle Algy, essayait de le prendre par surprise pour déclencher ses pouvoirs. Et par exemple, il le jette dans l'eau de la jetée de Blackpool ou alors il le laisse tomber, par la fenêtre du premier étage par accident et les pouvoirs de Neville se manifestent qu'à ses 8 ans. Ça paraît pourtant jeune, mais apparemment c'est assez tard donc dès qu'on commence à être en âge d'avoir, de la magie, on a une pression par sa famille. Oui, alors du coup, il y a la pression qui peut, incomber à un enfant qui est, dans une famille 100 sorcière, mais il y a aussi la pression quand on est dans une famille mixte, par exemple. On a le cas de McGonagall, où son père était pas au courant que sa mère était une sorcière et donc ça devait être une source de pression énorme pour sa mère d'essayer de dissimuler les premiers signes de magie. Et ça doit être le cas aussi pour tous les enfants qui vont dans des écoles moldues, comme Harry, les cheveux qui repoussent alors qu'on lui coupe. Tous ces passages-là, quand on est au milieu de potentiellement, de personnes non magiques, ça doit être une source de pression énorme pour le parent qui, lui, est au courant que les premiers signes et les premières, «anormalités» entre guillemets risquent d'apparaître. Ouais, c'est ça, tu la pression de devoir garder le secret magique parce que c'est une obligation, qui vient du ministère. Et il y a aussi l'inverse parce que tu dois avoir quand même une certaine pression aussi à ce que ton enfant soit pas un craque-molle, finalement, parce que c'est mal vu dans la société sorcière. Je pense qu'il y a cette peur aussi que, finalement, les premiers signes de magie n'arrivent jamais ou très tardivement comme on le voit dans le canon avec Neville et du coup, c'est vrai que, comme vous, je pense que c'est plus une source de stress que quelque chose qu'on attend vraiment avec envie, à l'arrivée d'un nouvel enfant, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu, une honte, pour les familles d'avoir un craquemol, comme enfant, et du coup, ouais, ça fait une pression directe, pour les parents, et c'est compliqué après pour
les parents d'assurer la sécurité des enfants et du secret magique. Après, c'est vrai que même nous, dans le monde moldu, on peut avoir des aspirations et des attentes, envers des nouveau-nés. Personnellement, je trouve que c'est totalement, enfin, c'est totalement bidon parce que l'enfant, il est à peine né, il a quelques années et on lui met déjà une pression énorme. Je trouve ça je trouve ça pas top. Mais je peux comprendre que, dans le monde sorcier qui est déjà un monde restreint, hein, faut pas l'oublier, que, la famille en général, c'est encore plus restreint parce que, bah, mine de rien, ils ils sont enfin les parents sorciers, je les imagine en tout cas beaucoup plus, seuls et moins ouverts sur le monde que nous en tant que moldus. Heu, c'est sûr que si en plus de ça, il y a la pression aussi de se dire: «Purée, il faut à tout prix qu'il ait des pouvoirs magiques», enfin c'est intenable quoi. Tu as une peur de persécution aussi, parce que c'est comme nous quand on a un enfant qui est différent, il y a plein de formes de différences, chez les enfants. C'est un stress énorme de se dire: «Est-ce que mon enfant va être accepté? Est-ce qu'il va arriver à avoir une vie comme les autres?» et cetera. Et je pense que du coup, cette pression au niveau des craquemolles, ça doit être, quelque chose de terrible. Se dire: «En fait, il a aucun avenir, dans le monde de la magie. On Ouais voilà, c'est pourra ça, jamais l'intégrer». c'est ça. Bah, et puis pour le coup, c'est pas seulement sur le fait d'être un crackmol ou pas, c'est aussi tout ce que tu peux hériter, des aptitudes particulières des parents, qui sont parfois un peu des tares en fait. Enfin, on le voit avec Rémus, qui a très, très peur que son fils soit lui aussi un loup-garou parce qu'il a peur de lui transmettre en fait le gène, on pourrait dire. Et donc il y a cette double, peur-là, non seulement que l'enfant soit pas magique, mais en plus qu'il puisse avoir un caractère magique qui soit dangereux finalement et qui est pas souhaitable, en fait. Oui, et les malédictions qui se transmettent aussi de génération en génération, comme avec Nagini, toutes ces choses-là. Ça doit être, accueillir un nouvel enfant en tant que sorcier, ça doit être quand même quelque chose de très, stressant. Oui tout à fait et puis en plus, en plus de ça, enfin, en général, l'éducation des enfants se fait plus ou moins quand même à la maison jusqu'à ses à 11 ans à peu près. Donc en fait, l'enfant reste dans le cercle familial, très tard. Et donc du coup, les parents n'ont pas forcément d'aide extérieure, je parle du gouvernement ou voilà. Donc en fait, il faut gérer aussi la différence de l'enfant. Ça peut enfin, je pense que les parents, ils ont une énorme pression qu'ils rebasculent des fois sur l'enfant. Enfin, c'est pas évident, quoi. Je voulais rebondir sur, ce que tu disais, Lizzie, sur Rémus et c'est vrai que, bah, on peut comprendre qu'il ait l'angoisse d'avoir un loup-garou et en fait, le truc c'est qu'on n'a pas de documentation, scientifique ou médicale, sur le sujet, alors que les loups-garous ont toujours existé. Il peut pas savoir, si, son fils va hériter ou non de sa condition et il y a pas d'accompagnement médical sur ça donc c'est vrai que ça le met dans une position compliquée. Oui, puis ce qu'il explique, c'est qu'il y a vraiment un rejet complet des gens comme lui, dans la société sorcière. On le voit, tout le long du tome 3. Il y a vraiment pas d'acceptation sur ces gens-là qui sont pas nés loups-garous, mais en plus, mais qui, dans son cas, mais qui ont été mordus et qui ont eu cette malédiction, hem, c'est Greyback, hein, qui l'a mordu, si je me trompe pas. Mmh. Il y a et voilà, il y a cette pression-là en plus de pas savoir d'abord parce que visiblement la magie, médicale ne permet pas de savoir à l'avance s'il y a des maladies héréditaires, des pouvoirs héréditaires qui vont se transmettre ou pas. Et ouais, donc ça crée une pression supplémentaire par rapport à tout ça, ouais. D'ailleurs, petit aparté, il y a une histoire, sur, le site, Wizarding World, de J.K. Rowling, sur justement, l'histoire de la morsure du jeune Rémus, qui est très intéressante et je vous invite à aller, la lire. Amandine, tu voulais rebondir? Ouais,
Pendant nos recherches de la fondation, on a trouvé un peu un parallèle entre la malédiction du loup-garou et les pathologies orphelines dans le monde moldu, parce que de la même façon, les parents sont livrés à eux-mêmes, et ils découvrent le diagnostic par eux-mêmes et n'ont aucun moyen de prévenir le risque ou de le maîtriser. Ils sont responsables de la prise en charge de leur enfant seuls. Oui, il y a un peu une errance médicale hein, quand même dans le monde de la magie, de tout ce qui s'apparente à la petite enfance et même à la grossesse, à l'accouchement. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de savoir, d'accompagnement médical au niveau des parents et des futurs parents. Bah, en fait, si on a un seul exemple d'hôpital dans le monde de la magie, donc qui est Sainte-Mangouste. Le plan est publié, il est expliqué dans le tome 5 et il est publié aussi sur Pottermore, enfin Wizarding World, mais vous savez tous que Wizarding World est le nouveau Pottermore. Et dans le plan de l'hôpital qu'on a en détail avec les soins qui sont donnés dans chaque unité, il n'y a pas de soins qui ressemblent à ce qu'on connaît dans le monde moldu. Donc effectivement, pas de prise en charge, que ce soit psychologique ou physique de ce genre de mots. En tout cas, c'est pas décrit dans le plan. Alors est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux? Peut-être, c'est possible, mais on n'en a pas trace, en tout cas dans les écrits de J.K. Rowling. Ouais. Donc à part la potion de Chulou, a priori, les parents d'un loup-garou, bah, c'est un peu la seule solution qu'ils ont, en fait. Hein. Ouais, on connaît pas d'autres moyens d'y remédier. Et c'est une potion qui est très difficile à faire Et à se procurer. et à se procurer. Et si tu te la procures, ça veut quand même dire que tu es loup-garou. C'est ça, t'as le tabou en plus Mmh. d'aller chercher la potion, tu vois, c'est pas comme si t'allais chercher ton antibio à la pharmacie ou t'as quand même la pression sociale, il y a des gens qui vont te regarder de, de travers en allant chercher ta potion. Enfin, c'est pas un acte anodin, quoi. Il va y avoir un énorme jugement quand même sur toi, sur toute ta famille. C'est ce que dit Rémus à Harry dans le tome 7 que si son fils naît loup-garou, il sait qu'il va faire de sa femme et de son fils des Paria. parias complets, en fait. Ouais. C'est marrant quand même pour un monde, où la différence est un peu célébrée, dans certains cas. Dans beaucoup d'autres cas quand même, il y a beaucoup de stigmatisation de la différence. On le voit avec les loups-garous, on le voit avec les craquemolles, enfin il y a Bah, il y a pas que ça d'ailleurs, hein, parce que, en fait, j'ai l'impression que le monde magique, si tu rentres pas dans le moule, donc c'est-à-dire si tu pas un sorcier avec une baguette, bah, en fait, on te regarde un petit peu de travers, hein, on le voit notamment avec, Ron qui a énormément de préjugés sur les gobelins, sur, tout mmh, ce qui est un petit les peu, effets de maison et ouais, cetera. voilà, qui a vraiment le parce qu'il bah, en même temps, c'est normal parce qu'il a eu enfin, il a vécu dans une famille exclusivement sorcière, donc en fait, il a pas été ouvert au monde et on voit qu'il a énormément de préjugés. Oui, et puis quand il y a un craquemol dans la famille, c'est pas juste l'enfant en fait qui va subir des discriminations, c'est toute la famille. Il y a vraiment une pression sur la réputation dans le monde des sorciers. Vraiment le nom de la famille en entier en fait qui va être un peu entaché par le fait de pas avoir un sorcier avec toutes ses aptitudes au sein de la famille, quoi. Mmh. Ouais, moi, ça me fait un peu penser, au à la lignée royale, dans l'histoire où une femme devait absolument avoir un fils pour, perpétuer la lignée et que si elle avait que des filles, il y avait un gros problème. Mmh. Ça me fait un peu penser à ça. Mmh. Bah, il y a de ça, hein. Tu le retrouves chez les Blacks avec l'arbre généalogique qui doit être absolument prestigieux et dès qu'il y a quelqu'un qui sort du Mmh, mmh, sentier mmh. battu, on va brûler carrément le portrait de l'arbre pour faire comme si la personne n'avait jamais existé. Donc, c'est vrai qu'on Ouais, voilà. retrouve quand même ouais, la pression qu'on peut mettre sur les enfants qui arrivent dans une Mmh, mmh, famille de mmh, mmh. devoir ouais, se fondre dans le moule, en tout cas avoir toutes les aptitudes qu'on attend quoi, d'un sorcier normal entre guillemets, même si on questionne ce que c'est que la normalité justement dans le monde des sorciers.
Ouais, tout à fait et c'est vrai que mais après, c'est vrai que le monde des sorciers, c'est un monde assez, autarcique, hein. Ils vivent entre eux, heu, ils regardent très peu, ils s'intéressent très peu aux moldus et à tout ce qui les entoure, donc en fait, moi, ça me choque pas tellement qu'au fait, il y ait cette pression pour que, l'enfant, il rentre dans le moule et que, tout se passe bien, il est bien rentré dans le moule, voilà. Je pense que, ce genre de choses peut aussi apparaître dans des familles mixtes parce que, peut-être que, si le sorcier-sorcière est avec un moldu, il cache, la magie, il a une pression identique. Maintenant, j'ose espérer que, en 2024, le monde sorcier, a évolué. Oui, c'est un vase clos. Oui, c'est C'est un ça. vase clos où tout le monde se connaît et où tout le monde se juge Mmh. et du coup, il faut absolument être, parfait, quoi. Et C'est c'est ça. ce qui rend la question de la réputation aussi centrale, en fait, hein. C'est Mmh. le fait que, c'est un vase tellement clos où tout le monde se connaît que tu as vraiment une pression à ce que tes enfants perpétuent une certaine excellence parfois au sein de l'histoire familiale et cetera, ouais. Mmh. Mmh. Alors pour les blagues, par exemple, je pense que oui, c'est le côté excellence, parce qu'ils sont dans ce délire-là et je pense que en général, dans le monde sorcier, c'est au moins perpétuer la lignée sorcière. C'est-à-dire au moins avoir la magie. Voilà. Et en Mmh. même temps, c'est compréhensible parce qu'il y a une certaine nécessité quand même à maintenir la démographie, tu vois? Enfin, pour Mmh. que le monde sorcier puisse continuer à tourner, il faut bien qu'il y ait des nouvelles générations et comme ils sont déjà pas nombreux, en fait, si tu ne fais pas naître des sorciers, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Donc il y Bah, a ouais. cette, voilà, il y a Mmh. cette Mmh, pression-là mmh mh. inconsciente probablement pour tous les sorciers de devoir continuer à contribuer au monde magique comme ça, on va dire. Enfin, de faire en sorte que la magie continue à se transmettre pour pas qu'elle meure, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que du coup, ça met la pression sur les enfants et pour moi, personnellement, mettre la pression à des enfants qui ont, quelques années à peine, c'est pas cool. Je trouve que, je pense que, tu vois, par exemple, pour le cas de Neville, si on lui avait pas mis la pression, pour absolument que sa magie ressurgisse et tout, je pense qu'elle serait arrivée plus tôt. En plus, c'est évoqué dans une petite anecdote sur Neville dans Wizarding World. J.K. a écrit que en fait, son premier signe de magie, c'est pas celui que tout le monde croit, celui que sa Mmh. grand-mère Mmh. racontait Mmh. à Neville. C'est, donc personne n'en a conscience, mais en fait, quand il est né, apparemment, il a resserré ses couvertures sur lui, en fait, Oui. pour mieux se nicher et Mmh. ça, il l'a fait avec la magie, mais personne ne l'a vu. Bah, ouais, mais chaque enfant est différent. Ouais. Chaque enfant est différent. Alors personnellement, moi dans mon cas, parce que je suis en plein dedans, si tu forces un enfant à vouloir absolument aller sur le pot, il fera pas forcément. Alors que si tu ne lui mets pas la pression pour aller sur le pot, Tout à fait. peut-être qu'il va s'y intéresser si enfin voilà, enfin, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans le monde moldu, au fait. Ah oui, parce qu'en fait, les besoins d'un enfant, qu'il soit sorcier ou moldu, restent les mêmes, au moins jusqu'à ses 6 ans. On peut imaginer que l'enfant, il est dans une période de développement, neuropsychomoteur. Il a la croissance, l'acquisition de la motricité fine, acquisition du langage, de la notion de temps, des premiers comportements sociaux et donc c'est difficile d'imaginer un enfant capable de comprendre qu'il a des pouvoirs et encore moins de les maîtriser avant, 6 ans. Par ailleurs, un enfant n'est pas capable de gérer ses émotions. Mmh, Or, les premiers signes de magie sont liés aux émotions. On a par mmh. exemple Harry avec la colère ou Neville avec la peur ou du coup avec l'envie de se protéger par les couvertures. Mais on peut supposer que c'est pour ça que les enfants sont élevés au sein de leur famille et non au sein des écoles moldues ou mixtes aussi. Ça empêche mécaniquement les parents de travailler d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. C'est peut-être aussi un moyen de protection parce qu'on a quand même des cas de persécution. On en voit plusieurs. Il y a Ariana, qui est persécutée par des moldus et donc se dire que potentiellement ouvrir la porte à son enfant vers une école moldue, c'est, lui mettre une cible sur le dos, dès qu'il aurait le moindre signe de magie, quoi. Alors, ils ont la possibilité de le faire, hein. Et en fait, c'est laissé à la liberté de chaque parent. Il n'y a pas de décret du ministère de la Magie sur ce qui doit être fait avant d'entrer à Poudlard. Donc, s'ils ont envie de mettre leurs enfants dans une école moldue, ils peuvent le faire. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Oui, mais du coup,
Et je pense que ça rentre quand même en réflexion. Quand ils doivent se faire la réflexion, est-ce qu'on fait l'école à la maison ou est-ce qu'on le met plutôt dans une école moldue? Je pense qu'il y a quand même un côté, et si jamais il perd sa patience et que d'un coup, il y a quelque chose de bizarre ou d'inattendu qui se produit autour de lui ou d'elle, heu, est-ce qu'il risque pas d'être victime du coup d'une agression, d'une mise à l'écart, quelque chose comme ça? Ça doit rentrer en compte, je pense. Je pense que c'est pour ça que les enfants des sorciers sont souvent, ont souvent l'école à la maison. Maintenant, il y a aussi des moldus qui ont la magie quand ils sont jeunes, hein. Je pense qu'Hermione a eu des manifestations de magie étant jeune. Bon, elle en a pas forcément souffert, en tout cas, on n'est pas au courant qu'elle a eu une cible sur le dos. Mais ça dépend du tempérament des enfants. Oui, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour l'exemple d'Hermione, on sait qu'elle a une grande maturité, donc on peut l'imaginer cacher ses aptitudes ou les maîtriser sans que ça devienne un problème pour elle. Après, dans le cas d'Ariana, elle maîtrisait ses aptitudes, hein. Quand on relit l'histoire, elle maîtrisait, c'est juste qu'il y a eu une intervention extérieure, une mauvaise intervention extérieure malheureusement, d'enfants moldus qui l'ont un petit peu maltraitée et qui ont fait que du coup, ça l'a cassée dans son développement personnel. Bah, c'était un traumatisme, oui. Ouais, c'est ça. Elle a été traumatisée par, Mmh. par des enfants moldus qui se sont attaqués à elle en la voyant utiliser la magie et Ouais. ce qui a fait que, bah, il y a eu les débordements qu'on connaît ensuite dans la suite de la saga et qui ont fait que ça a mené à une tragédie où finalement, bah, toute cette magie incontrôlée qu'elle ne savait pas maîtriser a fini par se retourner contre sa mère. Mmh. Donc oui, c'est un gros point à prendre en compte, quoi. Comment tu fais pour que ton enfant, non seulement apprenne à maîtriser cette magie et dans un cadre sécurisé? À la maison. À la maison, le truc, c'est que, bah, est-ce que tout le monde est Molly Weasley? Est-ce que toutes les sorcières et les sorciers sont prêts à, abandonner une carrière au ministère ou autre pour élever ses enfants? Parce qu'apparemment, il y a pas de service d'école, publique ou privée avant le collège, avant Poudlard, dans le monde de la magie et il y a pas de crèche non plus visiblement. Mmh. Mm. Mais après, on a quand même beaucoup un schéma parental, heu, pas pour dire archaïque, mais Heu, dans beaucoup de familles, qui nous sont présentées, on a quand même la mère à la maison et le père qui ramène le «dîner» entre guillemets sur la table, quoi. Mmh. Alors si vous me permettez une petite, théorie que j'ai, heu, personnellement, moi j'ai toujours trouvé que, la société sorcière avait en général un siècle ou 2 de retard par rapport à la société moldue. C'est-à-dire vraiment, quand tu vois vraiment effectivement la famille avec le schéma en tout cas, familial classique, le papa au travail, la maman qui peut éventuellement travailler, mais qui travaille à la maison, elle s'occupe aussi de l'enfant. Heu, ça me fait penser un peu au siècle dernier où tu pouvais avoir un peu ces 2 cas-là qui pouvaient un petit peu cohabiter et malheureusement, je pense que oui, effectivement, il y a beaucoup de mères qui ont dû s'occuper de l'enfant, de l'éducation de leurs enfants. Malgré tout, je pense que c'est une éducation qui est quand même, inégalitaire. C'est-à-dire qu'en fonction du temps des parents, à l'éducation, je pense qu'il y en a certains qui arrivent à Poudlard, qui savent plus ou moins écrire, qui savent plus ou moins, compter. Ils n'ont pas tous eu la même éducation, de leurs 0 à 11 ans. Bah, on le voit bien ça dans le premier volet d'Harry Potter, hein, la Oui. 1re, le premier cours de vol, par exemple, où, ils découvrent à peu près tous, ce que c'est qu'un balai et comment faire pour, convoquer le balai déjà, le fait de lui Mmh dire mh. debout et cetera et Mmh. puis en fait, tu as, Malfoy qui commence à s'envoler, sans souci devant les autres, à piquer le rappel tout de Neville et cetera. On voit bien que voilà, la question de l'éducation est inégalitaire parce qu'il y a pas de service public. Et parce que, bah, tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer, j'imagine, des précepteurs ou des choses comme ça. Mais Mmh. le fait qu'il y ait pas ces services fait que, bah, oui, la société, sorcière est en retard, on peut dire. Enfin, en tout Mmh. cas, ressemble, comme tu disais, à la société du siècle dernier parce que comme il y a pas de service, en fait, tu pas de crèche, tu pas d'école primaire, bah, tu es bien obligé de faire en sorte qu'il y ait un parent qui reste à la maison pour s'occuper de l'enfant, puisqu'il y a pas d'autre solution. Moi, je voulais rebondir sur ça parce que
Vous disiez que il y a la différence avec le monde moldu et que ça ressemble plus au siècle dernier, mais en fait, on a la seule famille moldue qu'on suit, les Dursley, c'est exactement le même schéma. T'as Vernon qui va dans son entreprise, qui ramène les sous, et Pétunia qui est à la maison et qui fait la mère au foyer. Alors c'est pas la seule famille du coup parce qu'il y a les parents d'Hermione et eux ils sont tous les 2 dentistes. Oui, mais je veux dire, c'est la famille qu'on voit le plus et elle suit le même schéma. Oui. Bah, en fait, en vrai, je pense que la structure familiale idéale, ce serait d'avoir un parent sorcier, un parent moldu, et qu'ils savent tous les 2 que la magie existe. Et du coup, l'enfant, il peut être à l'école primaire moldue, donc où il apprend bien l'écriture, enfin les choses de base. Et puis si jamais il y a la magie, bon bah t'as toujours le parent sorcier qui peut intervenir, qui peut lui expliquer, qui voilà. Je pense que ce serait le idéal. Le problème c'est que ce schéma-là, bah, c'est pas peut-être pas le schéma le plus courant. Majoritaire. Ouais. On a quelques exemples, mais on a par exemple les parents de Simi Finnegan, ou alors on a Andromeda Black avec son mari. Mais c'est vrai qu'on a très peu d'exemples de familles mixtes comme ça. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai noté moi dans mes notes. C'est que ces enfants-là, qui sont issus de couples mixtes plus ou moins normaux, hein, en général, ils sont plus ouverts sur le monde. Parce que je crois que c'est bien Sémus qui parle du foot, etc. Et que Baron dit oh bah non, ça sert à rien, c'est pas des images animées. Alors que lui dit bah non, c'est bien quand même le foot. Enfin, tu vois, il est plus ouvert sur le monde. Tonks c'est quand même vachement ouvert sur le monde aussi. Enfin, je trouve que ça fait des enfants qui sont moins, qui ont moins de préjugés. Bah, ils héritent d'une double culture. Tu as à la fois la vision du mode sorcier et la vision du monde moldu que les autres ne connaissent pas du tout. Donc, c'est sûr que ça crée une ouverture d'esprit plus grande, mais il y a aussi le souci quand même pour le parent qui n'est pas sorcier de ne pas comprendre une grande part de ce qui arrive à son enfant. Tu peux pas t'identifier à ce qui lui arrive, tu peux pas te fonder sur ta propre expérience pour le guider dans son apprentissage de la magie, pour comprendre comment maîtriser ses pouvoirs et l'amener à travailler ses cours à Poudlard aussi, tout simplement. Enfin, t'as pas du tout le même échange du coup avec ton enfant que le parent sorcier qui lui va comprendre beaucoup mieux cette phase-là. Répartition des tâches dans le couple. D'ailleurs, moi, ça me soulève une question. Est-ce qu'on a beaucoup de cas enfin, j'ai l'impression que souvent, c'est peut-être une impression que j'ai parce que j'ai pas travaillé plus que ça sur ce point-là, mais sur les couples mixtes, j'ai l'impression que c'est souvent le père qui est un moldu et la mère qui est une sorcière. Alors est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, j'ai pas fait de stats, je sais pas du Et tout. moi non plus, il aurait fallu que je travaille ça avant. Parce que Seamus, sa mère est une sorcière puisqu'elle lit la Oui. Gazette du sorcier. McGonagall, c'est sa mère aussi qui est une McGonagall aussi, sorcière. la mère de Tonks aussi, Et Tonks, Andromeda, c'est la mère oui. c'est aussi, oui. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là et sans doute aussi parce que, ça paraît «moins problématique» entre guillemets, Mmh. parce que dans ce schéma-là, le père est moins impliqué dans l'éducation des enfants. Bah, disons qu'il peut être impliqué sur des tâches un peu plus classiques comme l'écriture ou voilà, peut-être moins magiques, mais de toute façon, il y a des choses aussi, que les enfants, sorciers doivent apprendre, que les enfants moldus apprennent pareil. C'est juste, bah, du coup, je pense que oui, il doit y avoir peut-être une meilleure répartition des tâches, peut-être une meilleure ouverture sur le monde. Mais dites-nous, chers auditeurs, si vous avez d'autres exemples, de couples mixtes qui ont fait des enfants et qui s'en sont bien sortis. Moi, je voulais revenir sur un autre exemple qu'on n'a pas évoqué. C'est Voldemort, qui lui passe son enfance avec des moldus. Mais par contre, il a pas de problème, c'est plutôt lui qui va causer les problèmes d'ailleurs. Mais c'est parce que il est décrit comme un enfant extrêmement froid, très intelligent dès son enfance, et il maîtrise complètement ses émotions. Et donc ça explique un peu aussi pourquoi il devient pas un obscurus. Et ouais, je voulais revenir un peu sur ça parce qu'on a évoqué le cas de Ariana qui, elle, a une expérience traumatisante avec les Moldus, et Voldemort, c'est plutôt l'inverse.
Oui, Bah, c'est lui qui Voldemort, les c'est traumatise en fait. c'est ça, c'est lui qui traumatise en fait. Mais Voldemort, c'est assez particulier parce qu'on sait qu'il est né de la magie en fait. Il est né de l'union d'une personne qui a été abusée par une Contrainte. contrainte, pour ne pas dire le mot. Voilà, on a des auditeurs de tous les âges, donc on va éviter peut-être certains mots, mais qui est né en tout cas d'un acte qui a été provoqué par la magie sans consentement. Donc il y a cette thématique-là aussi du filtre d'amour, de ce que ça engendre. D'ailleurs, on en reparlera dans la prochaine émission, puisque l'émission portera en partie sur ça, sur ce genre de potion. Donc c'est particulier, c'est un enfant qui est vraiment pas comme les autres, d'abord parce qu'il est héritier d'une lignée qui est particulièrement noire, avec des idées destructrices, et qui en plus est pas issu d'un couple, comment dire, traditionnel, quoi, on va dire. Bah, pour Voldy, je pense que c'est une accumulation, effectivement. Il y a la conception, il y a le fait qu'il a été abandonné, il y a le fait qu'il a été élevé dans un orphelinat. Je pense que ça, c'est pas non plus hyper top pour sa stabilité émotionnelle. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui ont fait que ça l'a un petit peu contrainte. Oui, il y a Contrainte, pardon. l'absence d'amour. Oui, voilà, mais je crois que c'est ce que Dumbledore dit à un moment donné. Oui, oui. C'est lui, pour Voldemort, c'est vraiment l'absence d'amour qui a été déclencheur. Je pense que Dès le si départ, dès Voldy, la conception, oui. Oui. oui, Il voilà, est si né Voldy, d'une pardon, absence d'amour. voilà, si Voldy avait eu de l'amour dans son enfance, malgré la conception qu'il a eue, il aurait peut-être pas mal tourné. Mais là où il est exceptionnel, c'est dans la maîtrise de ses pouvoirs à un si jeune âge. Non seulement il en est conscient, mais en plus il arrive à en faire ce qu'il veut de cette magie qui normalement n'est pas contrôlable. Et sans Ouais, l'intervention et d'un adulte, c'est ça qui est fou, c'est quoi. ça. C'est ce que j'allais dire. En plus, c'est tout seul qu'il arrive à comprendre ce qu'il arrive à faire. Il maîtrise ses émotions pour maîtriser encore plus sa magie et il s'en sert à des fins qui sont horribles, mais du coup, il arrive à ses fins. Et alors qu'il n'a pas eu d'aide extérieure. C'est un autodidacte en fait. Ouais, complètement. Complètement un autodidacte, ouais, c'est parce qu'on a le cas, au contraire de Harry, qui lui arrive à faire des choses, mais sur le et qui ne comprend pas en fait qu'il est l'auteur de ces actes-là. Comme il y a un épisode où il se retrouve, il est pris en embuscade par Dudley et ses acolytes à l'école primaire. Et en fait, il se retrouve sur le toit pour leur échapper, mais c'est complètement inconscient, enfin, c'est guidé par ses émotions, mais lui-même se l'explique pas. Et à aucun moment, il fait le lien entre le fait que ce soit lui qui soit l'auteur de cette action-là, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il dit qu'il a l'impression d'avoir juste sauté un peu plus haut que d'habitude et avec le vent, ça l'a amené sur le toit ou un truc comme ça. Enfin, Oui, il essaie de trouver une explication raisonnable. ouais. Voilà, donc faites attention avec vos enfants, si jamais ils sautent trop haut, ils peuvent s'envoler. Voilà. Juste un Non, pas. mais c'est un vrai problème, hein. Les premiers signes de magie, on disait, c'est assez angoissant. La sécurité, quand même, qui se pose pour les parents. On disait que Harry il se retrouve comme ça sur le toit de l'école d'un seul coup sans s'en rendre compte, pris par ses émotions qui l'emmènent sur le toit. Est-ce que ça vous ferait pas un peu peur, vous, en tant que parent, le potentiel que peut avoir ces premiers signes de magie, ce que vos enfants peuvent arriver à faire à un jeune âge, puisque ça peut arriver tout bébé, et pour lequel vous aurez peut-être pas forcément le temps de réagir. On a l'exemple de McGonagall qui, toute petite, arrive à faire venir à elle des jouets qui étaient laissés en hauteur, des objets qui étaient laissés en hauteur pour pas qu'elle puisse y toucher. Et on sait bien qu'on essaie de mettre à la portée des enfants, en dehors de leur portée, des choses qui peuvent être dangereuses pour eux. Donc imaginez que vos enfants de 3-4 ans arrivent à faire venir à eux tout ce que vous avez essayé de mettre sur des étagères pour pas qu'ils y touchent. Moi, ça me fait ce genre de choses, moi, ça personnellement, ça me fait beaucoup rire parce que c'est exactement ce qu'un parent moldu vit avec son enfant. Effectivement, on essaie de c'est mettre, pire. on C'est essaie de pire. mettre hors de sa portée des choses, mais de toute façon, on sait très bien que on ne surveille plus 30 secondes, même pas, et il peut se passer quelque chose.
Donc oui, effectivement, tu as intérêt à être très, très vigilant. Après, tu as une baguette magique. Et donc, si jamais l'enfant il a fait une bêtise, tu fais un axio, je sais pas, le couteau, ou voilà. Non, bah voilà, tu peux peut-être réparer. Moi, cette anecdote, enfin, sur cet argument, j'ai l'anecdote de Harry Potter et la coupe de feu, où dans le camping, tu as, à un moment donné, Harry, il croise un enfant, un bébé qui joue avec la baguette magique de son papa et qui a grandi avec la magie une énorme limace ou un escargot, je sais plus. Et du coup, t'as la mère qui arrive en mode ah mais non, c'est pas bien de jouer. On t'a déjà dit c'est pas bien de jouer avec la baguette de papa et tout. Puis t'as l'enfant qui pleure. Mais en fait, c'est super drôle parce que c'est exactement ce qu'on vit nous en tant que parents. On le voit. Enfin, tu tournes le regard et puis hop, tu t'aperçois qu'en fait il est en train de jouer avec Oui, l'eau. je pense que tu m'as. Et tu Pardon. dis oh purée. Enfin, c'est la vie de parent. Est-ce que c'est pas encore plus décuplé en fait avec la magie, ça? Est-ce que les dangers sont pas d'autant plus importants à cause de la magie? Oui, mais du coup, enfin, nous, ça pourrait être vraiment terrifiant quand on l'imagine parce que nous, on n'a pas de pouvoir magique. Mais en fait, comme eux, ils sont adaptés, qu'ils ont des pouvoirs magiques, en fait, je pense que ça annule le côté décuplé, puisque eux, ils ont grandi avec. C'est ça, ça augmente les risques de choses graves, mais en même temps, ils ont ce qu'il faut pour pallier aux choses qui peuvent nous paraître très graves, mais euh, quand ils sont blessés légèrement, ils vont plus facilement être soignés rapidement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le niveau de danger dans le monde sorcier est beaucoup plus élevé parce qu'ils ont aussi la capacité de soigner, de réparer les problèmes aussi plus facilement. Si jamais ton enfant il met le feu à sa chambre, bon bah malgré tout un coup d'aguamenti, un coup de réparo et c'est réparé. Alors que toi en tant que moldu, si ton enfant met le feu à sa chambre, c'est plus grave. C'est la cata. Et donc, tu vois, justement, dans le cas du parent moldu quand t'as une famille mixte, moldu sorcier, eh ben, c'est d'autant plus angoissant quand t'es le parent sans magie que tu dois garder ton enfant pendant que l'autre parent est parti. Bah c'est tu galères et puis tu prends un seau d'eau et puis voilà. Enfin, c'est et puis après je pense Dans- aussi qu'il faut expliquer à l'enfant que bah faut pas faire de magie, enfin ou pas en tout cas pas comme ça ou qu'il faut contrôler. Enfin, je pense qu'il y a une grosse phase d'éducation de la magie. Oui, mais ça, c'est valable à partir du moment où ils sont capables de comprendre. Oui, Ouais. Mais si quand tu ils peux pas faire sont. ça avec un enfant de 3 ans. Donc Bah, ça tu rajoute bien galères. une pression supplémentaire pour le parent qui est pas moldu, qui est pas sorcier dans le couple, tu vois. Et c'est encore pire du coup si les deux parents sont moldus. Eh bah oui, vous imaginez les deux parents moldus qui se retrouvent avec cet enfant. Non seulement vous savez pas ce qui se passe parce que vous connaissez pas l'existence de la magie, et donc vous avez tous ces événements bizarres, inexplicables qui arrivent autour de votre enfant, vous avez l'impression de devenir fou, et en plus vous avez pas les moyens d'arrêter des choses dangereuses qui pourraient déclencher. Bah, après, c'est le jeu aussi d'être parent, hein, c'est de faire face à tous les inattendus qui peuvent arriver, hein. Bah, pour moi, enfin, moi après personnellement, c'est vrai que ça me choque pas énormément parce que c'est vrai que je suis parent d'une petite fille et c'est vrai qu'au quotidien, ça arrive tout le temps. Oh bah elle a pas de pouvoir magique ta fille, tu vois, elle va pas d'un seul coup déclencher un incendie dans ton appart. Non, mais t'es là en train de faire à manger, tu es en train de faire à manger, tu te retournes et puis en fait, tu te rends compte qu'elle a pris le gel douche et qu'elle est en train de mettre du gel douche, et de faire des expériences avec du gel douche. Donc en fait, tu dis: «Oh purée, tu fait ça. Ah bon, mince. Bon, bah, on va nettoyer». Puis après tu expliques, «Non, le gel douche, c'est pour le bain». Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Effectivement, avec un enfant, hem sorcier, bah oui, il va faire grandir une limace et puis tu vas marcher sur la limace, la limace elle va exploser. Bon, c'est pas les mêmes problèmes. Mais justement, moi je trouve ça très drôle. On y viendra avec la fanfiction dont je vais parler tout à l'heure. Mais je trouve ça très drôle de voir que bah, les sorciers ils vivent exactement la même chose que nous, parents moldus. Dans les mêmes proportions, Dans les mêmes mais proportions. le Sauf même qu'au genre fait, d'événement, oui. voilà, c'est juste qu'en fait, c'est peut-être un peu plus gros, en fait. Voilà, mais c'est les mêmes proportions. Ouais. Moi, je me pose une question. C'est est-ce que la magie peut-elle être perturbée par l'absence de sommeil quand tu as un enfant, un bébé?
Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. La question qui sent le vécu. Mais comment tu fais? Non, mais c'est vrai, comment tu fais? Parce que Ouais, les parents sorciers n'ont pas le problème, non, mais Adrien, ça parce peut que faire une bonne, non, mais ça peut faire une bonne transition, hein, parce que si au lieu de faire un Axio, tu fais un incendio sur une feuille de papier, ça n'a pas la même conséquence quand même. Si t'es au ouais, travail, les tu te parents trompes de sorciers, sort, merde. ils ont beaucoup de chance, tu vois. Ils ont un truc magnifique qui s'appelle la potion de sommeil et qui Ouais, mais peuvent refourguer à je leur suis pas, môme. ouais, mais je suis pas sûr que tu utilises la potion de sommeil sur les bébés. Oh, il doit bien y avoir une version. Attends, Mmh. t'as au moins le silencio déjà pour, pour les plus Ouais, grands que mais je tu suis peux pas sûr. laisser pleurer un petit peu dans la nuit. Et je suis pas Quelle sûr horreur. parce que en vrai, laisser pleurer le bébé toute une nuit en lançant un silencio, c'est C'est terrible. pas. Ouais, non, je suis pas sûr. S'il a faim, le bébé, tu vas pas le laisser avoir faim toute la nuit pour dormir. Pas sûr. Ah bah non, non, mais ça peut Donc, au moins isoler, tu vois, de pas avoir déjà l'environnement sonore ultra bruyant par contre, je pense quand que tu un peut-être que tout les parents, petit. ils peuvent se relayer et il y en a un qui prend une potion de sommeil pour bien dormir, se reposer et l'autre qui assure la nuit et inversement. Je je vois bien un truc comme ça. Oui, ou un Ça des 2 pourrait qui être lance un drôle. silencio, mais du coup, l'autre qui reste au milieu. Ouais, voilà, il y en a un qui va dormir dans la chambre d'amis. Après, t'as le Veganveld, hein. Tu la potion justement pour avoir plein d'énergie et de tonus, même si t'as pas dormi. Oui, je pense qu'ils sont pas égaux avec nous, sur, les moyens d'aide à les enfin, Ouais, mais après, je pense pas que c'est un truc, quotidien, tu vois, ce genre de potion. Ah bah, doit y Personnellement, avoir des oui, il doit y avoir je me des dis que effets si tu l'utilises indésirables. trop souvent, enfin très souvent quand même dans les cours de potion, il précise que si on l'utilise trop souvent, ça a des effets secondaires. Donc, Oui, clairement, je pense tu fais pas que ça tous les jours, ah, tu fais mais pas ça de tous les matins en mode: «Ah tiens, je prends une potion de vigueur, allez hop là, tac, je vais au boulot». Non, je pense pas, tiens. Non. non, mais quand tu passes vraiment une très mauvaise nuit, tu vois? Un exemple saugrenu qui me vient, imaginons un nouveau-né, sorcier qui fait ses dents, tu vois? Heu tous les parents vont se reconnaître. Quand tu passes une très mauvaise nuit où on te réveille toutes les 2 heures à force de hurlements, etc., je pense que quand tu es un sorcier, que tu peux avoir du silencio pour au moins pas avoir le bruit, tu vois, qui te donne des maux de tête, etc., et que tu peux prendre un petit Veganveld là comme ça pour aller au taf le lendemain sans être trop amorphe, tu le fais. Et c'est en ça que la magie quand même est une sacrée aide à la parentalité. Pas Ouais, tous je les jours, mais quand tu vis ce genre d'événement, la poussée des dents, c'est pas tous les jours, tu vois? C'est de 2-3 jours de grosse crise généralement mmh, avant que ça mmh, sorte mmh. pour la poussée dentaire, quoi. Du coup, dans ces cas-là, c'est quand même une sacrée aide, la magie. Ouais, je pense que ça peut surtout être une aide, je pense, dans la vie quotidienne. T'imagines ton enfant, il a faim, il se réveille la nuit, hein, les parents, les jeunes parents se reconnaîtront. Tu vas chercher l'enfant et tu fais un petit Axio, biberon, un petit truc comme ça, c'est quand même vachement pratique. oui. Alors le must, c'est d'avoir un elfe de maison qui va aller donner le biberon à ta place. Ah Ouais. ouais, ça ce serait le Hermione serait top. pas trop d'accord avec ça, mais Non, elle serait pas d'accord. Non, si bah si, elle serait d'accord si tu le payes, l'elfe de oui, maison. Si tu le payes, c'est mais l'elfe voudra pas être payé, enfin, ou alors je m'avance un petit peu, mais un petit Evanesco dans la couche, ce serait quand même vachement pratique. Ouais, tout ce qui est changement de couche, etc., Ouais, ça doit ouais, être je pense que vachement vraiment les plus simple. petits détails qui te prennent beaucoup de temps en tant que moldu et qu'au fait les sorciers, ils règlent ça facilement, je pense que ça oui, effectivement, la magie peut beaucoup aider en tant que jeune parent. mais on le voit avec, Molly au niveau de toutes les tâches ménagères, elle est quand même vachement aidée. Je pense qu'élever 7 il me semble, oui, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mmh. 7. Élever 7 Ouais. enfants quand il faut que tu passes l'aspirateur, que tu plies le linge, que tu fasses à manger et quand c'est ta baguette magique qui s'occupe de remuer la sauce et tes couverts qui se nettoient tout seuls, c'est quand même pas la même chose, je Mmh. pense. Après, il faut quand même elle maîtrise tous ses sorts, quoi. Elle a quand même, c'est elle qui reste à l'initiative de cette magie. Même si ça se fait par la magie, qu'il y a pas la fatigue physique, tu as quand même toute la charge mentale qui est là. Ah oui, ça c'est sûr. Elle gère quand même le foyer de A à Z, on le voit à plusieurs reprises dans les tomes, hein. C'est elle qui dirige vraiment la maison, qui demande, quand ils sont là en vacances, à ses enfants de l'aider à faire ci, à faire ça. Y a la charge mentale reste la même. Magie ou pas, elle est quand même, moi, je la Charge salue, mentale. hein, Molly, par rapport à tout ce qu'elle gère quand même au quotidien. La charge mentale reste la même, mais imagine bien, hein, et je parle aux jeunes parents, imaginez bien, est-ce que
il y a un sort qui fait faire la couche. Genre un coup chauffe et tout. Un coup chauffé tout. Imaginez la facilité avec laquelle vous préparez votre bébé. Un truc, L'économie. clac. L'économie, Ah voilà. mais Non mais l'économie, juste parce qu'un ça, paquet de voilà. couches, c'est cher, quoi. T'imagines si t'as juste à faire Exactement. un Evanesco, il Et en garde la plus même déjà couche t'as un toute la vie. Evanesco, alors genre tu changes la couche une fois par jour, tu vois. Le reste du temps c'est un petit Evanesco. Tu gagnes quand même énormément de temps. Tu fais un petit engorgio quand il commence à changer de taille, vu qu'au début, il change de taille toutes les 5 semaines, tu vois. Voilà. C'est trop bien. Hein, il te vomit sur l'épaule, tu fais un petit récurvite ou un petit truc comme ça. C'est Ah quand ouais. même super pratique. Ah Donc, ouais, je t'as pense que plus la de toute corvée du façon, la charge détachage. mentale est là, mais elle est facilitée par la magie quand même. Après, il faut connaître ses sorts, c'est toujours la même chose. Je pense que si jamais t'es pas au courant des sorts ménagers qui sont utiles, bah, tu t'en sors pas. Si tu connais bien les sorts ménagers, bah, tu t'en sors. Toujours pareil. Non, mais avec la force de l'habitude, je pense que les sorts, ils rentrent vite. Oui. Bah, Ouais, surtout c'est un sort comme probablement pas de la magie récurvite très ou un truc compliquée, comme ça. C'est ça, tu dois même plus avoir à y penser et pouf. Et de toute façon, ils les apprennent, ces sorts-là, pour les cours de potions, ils apprennent à nettoyer les chaudrons, etc. Donc il y a des sorts comme ça qu'ils connaissent dès le plus jeune âge. Personnellement, en tant que jeune parent, utiliser le même sort pour vider le chaudron et vider la couche, j'y penserais pas forcément en début, tu vois. Mais si on me dit oui, c'est bon, tu peux le faire, alors là, je le ferai tout le temps. Quand ils Ah, mais apprennent à manger au début et qu'ils en mettent absolument partout, vous Ah là imaginez, il n'y a là. plus besoin de la galère avec les bâches, les grands tabliers qu'on leur met et tout, là, pour la DME. Certains se reconnaîtront, je suis sûre, parmi nos auditeurs. Ah, tellement. Plus Allez, un besoin de petit passer coup, là, l'aspirateur et la serpillière en dessous. Non, juste Ah un petit ouais. coup de baguette magique et c'est terminé. Ce serait tellement pratique. J'ai envie d'être un père sorcier. Voilà. Oui, mais alors tu vois, il y a quand même les autres obstacles dont on parlait. Alors c'est hyper Ah bah, alors cool, là. voilà, pour ce qui est de la vie pratique, parce que c'est facilité par la magie, ça prend 3 fois moins de temps et t'as pas l'effort physique, mais t'as quand même l'accompagnement qui est plus complexe et surtout par rapport au moldu qu'il faut pas, sur lesquels il faut pas que les secrets de la magie soient révélés, etc. T'as cette pression-là en plus quand même. Oui, Donc oui, mais c'est une aide, Lizzie, mais Lizzie, je suis Gryffondor. Ah, mais moi, ça me fait pas peur. Moi, ça me fait pas peur. On me oh, donne un tout de enfant suite. sorcier, il y a pas de souci, t'inquiète, je gère. La peur évite Vous pas le avez vu, danger. il faut toujours Donc, qu'ils se vantent, hein, ils peuvent pas s'en empêcher, ah bah, il tout faut à qu'ils fait, tout se à vantent à fait. chaque fois qu'il y a une brèche, hein, c'est Non, bah insupportable. attends, t'imagines, s'il met le feu, bah y a pas de souci, t'as Aguamenti. C'est bon, tu peux gérer. Enfin, t'es sorcier, quoi. Enfin, Oui, puis t'as toujours la oh, solution d'aller vivre après au lard où tu es sûr que tu es entouré que de sorciers et donc ça passe inaperçu. voilà, tout à fait. Non, mais Mais la peur évite pas le danger, t'inquiète, pas c'est si bon. tu fais le choix de mettre ton enfant dans une école moldue. Si t'es dans un couple mixte, que ton partenaire il est moldu et que tu décides qu'il ait une éducation dans une école moldue, ça change pas le problème. T'as quand même ce souci-là de devoir faire en sorte que la magie reste secrète. Ouais, mais ce serait tellement drôle. Enfin, moi, ça me fait cette anecdote de la limace qui a été agrandie au camping et le parent qui râle, qui ronchonne parce que oh non, fallait pas prendre la baguette de papa. Enfin, moi, ça me fait hurler de rire. Moi, j'adore ce genre d'anecdote. Et mais enfin, j'imagine tellement ça avec un enfant. Bah, c'est super drôle. Et t'as la même chose en tant que Moldus. C'est juste les conséquences qui sont un peu différentes, mais t'as la même chose. Après, ils sont un peu quand même pas innocents, j'arrive pas à trouver le mot. Parce qu'on a quand même le cas dans la Coupe du monde de Quidditch où il laisse sous-entendre que les enfants, ils jouent un peu à faire de la magie, à être sur des petits balais, etc., alors qu'ils sont quand même dans un camping moldu. Donc si ça se trouve, il y a pas mal de sorciers qui réalisent même pas que oh mon Dieu, mon enfant risque de faire de la magie et on va s'en apercevoir. Ils sont tellement dans leur monde que si ça se trouve, ça leur effleure même pas l'esprit. Après, le camping à la Coupe du monde, c'était un peu particulier aussi. Oui, ils étaient qu'entre sorciers, il y avait quand même Ouais. des protections. Ils étaient pas en plein milieu d'un centre commercial moldu. Oui, mais il y a d'autres exemples où on voit qu'ils sortent avec, quand il y a le tout premier chapitre, quand ils sortent avec leur cape, habillés bizarrement. Des fois, on dirait que ça percute pas quoi dans leur tête que il faut qu'ils s'adaptent au monde autour d'eux. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Oui, et dans leur en tête fait, aussi, ils sont dans leur simplement. monde. Mais de toute façon, ton enfant, il est en train de faire une connerie. Bah, y a pas de souci. Un petit Petrificus Totalus,
tu répares la connerie, et voilà, c'est réglé. Alors, du coup, tu pétrifies ton enfant pour après pouvoir nettoyer la connerie, c'est ça? Ben ouais, Ok. c'est super Non, mais je pratique. voulais être sûr. Ou tu mets un stupéfixe ou un truc comme ça, et puis voilà, t'es tranquille. Est-ce bien Ah, légal on va te dénoncer tout de suite au département de la justice magique. y a rien qui est contre. Hein. J'ai Est-ce regardé. qu'on a le Voilà. droit est-ce qu'on a le droit de pétrifier son enfant? Remarque, on a la paix au moins. Eh T'as oui, besoin de oui, prendre une voilà. douche, pétrificatus totalus et tu prends ta Ah, douche. j'avoue, au début, quand tu peux pas les laisser seuls et que tu galères pour pouvoir prendre une douche ou manger, ah ouais, si tu pouvais juste les J'y pétrifier 10 minutes. avais pas pensé, mais c'est une super idée. Un petit stupéfixe, tu peux prendre ta douche tranquille. Hop là, tu reviens, clac. Allez, c'est bon. Ouais, je te Oh libère. purée. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Bon, nos parents auditeurs nous diront s'ils trouvent nos idées pratiques ou au contraire si on est en train de les scandaliser. En tant que non-parent, vous êtes en train de me scandaliser. Je pense qu'il faut avoir vécu ces galères-là, en fait, pour arriver à se Sûrement, projeter. sûrement. Alors, je pense qu'un sorcier, il va peut-être stupéfixer son gosse. Un parent Je moldu, pense. et ben, il va l'occuper avec quelque chose et Il va le il va ligoter. galérer après aller dans la douche et voilà, il galère. Donc Voilà. vous êtes tous quand même plutôt d'accord pour dire que pour vous, la magie, ça facilite énormément le quotidien des parents quand même. Ouais, complètement, avec tous les sorts à disposition, c'est sûr. Mais après, on a parlé de l'exemple de Molly, qui a quand même 7 enfants. Donc, je pense qu'avec 7 enfants, elle est quand même pas mal occupée, même si elle a de l'aide de la magie, elle a quand même pas mal de choses à faire. Mais je voulais, rebondir sur un point, c'est que, on peut, facilement trouver une différence en termes d'égalité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais par exemple, le Drago Malfoy, il a pas, 6 frères et sœurs, avec lui et du coup, il a une éducation complètement différente, de par aussi les moyens de sa famille. Il a forcément plus d'argent, mais du coup, c'est encore un autre aspect. Enfin, je veux dire, les différences, financières entrent en jeu aussi, dans le sens où, l toutes les tâches ménagères, vont être, données à d'autres personnes, aux elfes de maison et cetera et donc bah, il va avoir plus de temps à se consacrer à d'autres choses, à la magie et cetera. Donc il y a des différences qui entrent en jeu à ce niveau-là, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est un monde où il y a pas d'aide sociale, par exemple. On voit souvent les Weasley à chaque rentrée scolaire qui parlent du fait de devoir se débrouiller pour pouvoir acheter les livres d'occasion pour tous leurs enfants, les tenues qui sont demandées à Poudlard, etc. Il n'y a pas d'aide à la parentalité dans le monde des sorciers. On disait tout à l'heure, il n'y a pas de crèche, par exemple. Et bah oui, effectivement, si t'es pas dans un milieu hyper aisé comme les Malfoy, tu vas pas pouvoir t'acheter un elfe de maison, qu'on soit d'accord ou pas sur le principe des elfes de maison, pour pouvoir t'aider dans tes tâches quotidiennes, quoi. Il n'y a pas de nounou sorcière, a priori. En tout cas, il n'y a pas de grosses structures comme des crèches avec des aides pour pouvoir mettre ton enfant à la crèche. Ouais, c'est un monde... Après, c'est très britannique. Hein. Elle s'est fondée aussi, J.K. s'est fondée sur le système qui existe dans le monde moldu britannique, quoi. Et effectivement, nous, on est français, on est dans un système plus social, mais c'est un reflet du monde moldu britannique aussi. Hein. Vous parlez de Dragoki? Je connais pas. Je peux le taper. Perso, je connais pas. Non, mais c'est vrai que t'as une double, y a une double inégalité parce que non seulement il y a ces moyens financiers dont on parlait, et le fait qu'il y ait ou pas une aide à la parentalité, mais il y a aussi par rapport à l'accès à la magie parce que ça va pas être la même forme de magie suivant la famille dont tu es issu. Oui. Vous me voyez venir là avec mes grands sabots, mais Oui. que tu sois né dans une famille Weasley, dans une famille Lovegood ou dans une famille Black Malfoy, tu vas pas avoir accès aux mêmes formes de magie. Et on va pas avoir le même discours face à certaines formes de magie. Oui, voilà. Et tu vas pas aussi avoir les mêmes valeurs.
Voilà. C'est-à-dire, je pense que effectivement, le petit blondinet, il a peut-être pas les mêmes valeurs qu'un Weasley, parce que, bah, il a pas vécu les mêmes choses en tant qu'enfant. Tu pas la même vision de ce qu'est un sorcier non plus. Exactement. Bien que les 2 se rejoignent sur certaines choses, c'est-à-dire que Ron, par exemple, a une vision très, normée, d'un sorcier, hein. C'est-à-dire, par exemple, avec ses relations avec les autres créatures magiques, c'est vraiment les préjugés de base que, Drago va avoir aussi. C'est juste que Drago, va plus avoir le côté extrême du sorcier, avec, le sang pur, bla bla Mais Ron, bla, et il va cetera. souvent les mentionner, les différences, mais on n'a pas l'impression que ça, entre plus en compte. Par Mmh, exemple, quand, ils apprennent que Hagrid est un demi-géant, Ron, il soulève que, bah, il aurait pas dû le dire et que c'était pas quelque chose de positif dans le monde de la magie, mais pour autant, il va pas se couper de mmh, Hagrid. mmh. Il continue à aller le voir et cetera. Alors Oui, que voilà. Mmh. voilà. Alors que le petit blondinet, il va foutre le bazar. Ouais, mais après, le cas est quand même particulier. Là, tu pars sur quelqu'un qui a eu des parents terroristes, quoi. Les mange-morts, c'est transposé dans le monde moldu, c'est des terroristes, en fait, quoi. Donc oui, là, tu pars sur un Oui. exemple un peu extrême, quoi. Mais Ah, c'est l'extrême, hein. Mais c'est vrai que, dans le bouquin de J.K. Rowling, c'est vrai que c'est les extrêmes à chaque fois, hein. Tu vois la famille Malfoy, c'est l'extrême opposé de la famille Weasley, hein. Et c'est vrai bah oui, qu'en exemple, c'est on a, c'est beaucoup montré cette Mais opposition-là. après, en même temps, est-ce que dans les familles de sang pur, il y en avait, à part enfin, je veux dire, on a le cas des Weasley où on sait qu'ils ont pas été, des mange-morts, mais est-ce qu'on a d'autres cas connus de sang pur qui auraient pas été apparentés à de près ou de loin à Voldemort? ouais, on en a pas mal, en vrai. On a les Londubat, par exemple, hein, qui justement étaient Aurore. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a les Chafik, aussi. Les Lovegood aussi, peut-être? Non, ils sont pas dans les en tout cas, ils sont pas dans la liste des 28 familles, qui sont, reconnues comme étant, sang pur. Sang pur, ah oui. Les Potter, Ouais, mais James du Potter, coup, c'est elle, pas un sang pur? Non. Je croyais. mais comme elle est issue d'une famille, moldue, même si ça avait été une famille de sang pur, ça le serait plus. Oui, non, mais oui. Oui, Harry ne l'est plus, oui. Oui, oui, Harry ne l'est pas, mais il me semblait que James, était de sang pur. Bah, en fait, il y a un gros débat sur la famille Potter là-dessus, à savoir s'ils le sont ou pas, parce que la traçabilité de la lignée s'est perdue, en fait, au fil des générations. Donc, Mmh. il y a un gros débat sur ça, ouais, de savoir si les Potter le sont ou pas. On sait qu'il y a des liens de parenté avec les Black. Ah oui? Avec les Pévrel du coup, mais entre 2 en fait, c'est assez flou, donc on sait pas bien si James Potter est un sang pur ou pas. Mais en fait, peu importe parce que c'est ce qu'on soulevait, le fait d'avoir pris 2 familles comme ça qui sont des sangs purs, les Weasley et les Malfoy, en fait, on voit bien que c'est pas un prérequis par rapport à l'éducation. C'est pas parce qu'ils sont sangs purs qu'ils vont avoir la même éducation et au contraire, ils ont une éducation aux antipodes les 2 en fait. Mmh. Oui. Ah En moi fait, ça c'est me f l'importance qu'on va accorder à ça qui va faire que mmh, mmh. c'est important ou pas. Ça n'a aucune importance pour Arthur et Molly, vraiment, puisque Arthur même se passionne pour les inventions moldues, donc il en a absolument rien à faire de savoir s'il est sang pur ou pas. Mmh, Et au contraire, c'est une valeur hyper importante mmh, pour Lucius et Narcissa Malfoy. mmh. Alors moi personnellement dans mon entourage, je connais une famille nombreuse et les parents, enfin c'est clairement enfin en tout cas la mère c'est une Molly Weasley, dans le sens où, bah, voilà, elle va déléguer ses tâches, à ses enfants et puis, bah, allez hop, 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 toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça et cetera et je pense que dans le cas d'une famille nombreuse, bah, oui tu délègues parce que, bah, il y a tellement de choses à faire que tu es obligé. C'est sûr que les Malfoy, ils sont que 3, donc tu as peut-être moins besoin de déléguer. Bon, maintenant je pense que c'est les extrêmes parce que, bah, dans Harry Potter, enfin dans le bouquin de J.K., c'est beaucoup les extrêmes qui sont montrés. Il y a plein d'autres familles, qui sont peut-être peu citées ou pas citées, sont tout à fait normales.
Bah, en fait, elle est partie de 2 familles très traditionnelles comme ça. Quand on rentre dans le monde de la magie avec Harry, on rencontre les Weasley, on rencontre les Malfoy qui sont des familles très traditionnelles dans leur fonctionnement. Puis avec ce qu'on disait, le père qui travaille, la mère qui ne travaille pas, et cetera. Et plus l'histoire progresse et finalement plus on va vers un modèle qui est, un peu plus progressiste aussi. Avec le couple par exemple de Rémus et Tonks qui là est complètement à la marge en fait. Puisque Rémus le dit lui-même, en fait, ce serait plutôt une famille, considérée comme, paria dans le monde des sorciers. À cause du fait que lui est un loup-garou, que son fils peut-être en serait un aussi. Il y a la différence d'âge, le fait que Tonks vienne d'une famille où c'est, un couple mixte, un moldu et une sang pure qui se sont mariés. Donc t'as quand même une évolution du monde sorcier vers la fin de l'histoire. Ouais, et même sans aller dans ces extrêmes-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, sur le simple fait que avant on a les mères qui sont au foyer, on sait que après, sur la nouvelle génération, Ginny et Hermione, elles travaillent comme Harry et Ron. Et donc, après, on peut pas, on sait pas exactement comment ça se passe dans les foyers sur l'éducation des enfants, mais on peut s'imaginer que c'est encore un autre modèle qu'on voit pas par les Malfoy ou par les Weasley. Oui, tout à fait. Et alors, il me semble que, si je dis pas de bêtises, la mère de Luna euh, travaillait. Elle travaillait chez elle. Elle faisait des expériences avec des Ouais. potions ou des sorts. Ouais. Il a d'ailleurs malheureusement tué. Donc ça fait que Xenophilus a été père solo et a mené l'éducation de sa fille. Et il travaillait aussi. Donc je pense que l'éducation peut se faire de toute façon à la maison, mais peut-être qu'un des parents qui assure l'éducation travaille aussi en même temps et du coup gère un petit peu l'éducation en parallèle. Oui. Moi, je vois bien ce genre de choses. Je vois bien l'enfant qui suit par exemple le parent qui est à la maison, qui va le suivre aussi dans Mais son là, du coup, travail, tu qui va choisis faire des choses encore comme un ça. exemple de famille Mm. marginalisée. Oui, Oui, parce que les Lovegood, c'est quand même oui, c'est un peu une particulier. famille qui est souvent pointée du doigt comme étant à part, dans leur originalité, on va dire. Ouais. Ils sont originaux, voilà. Ils sont originaux, mais malgré tout, elle travaillait, la mère. Mais Ouais. peut-être que c'était effectivement Mm. pas le cas de tout le monde. En tout cas, je pense que de toute façon, Hermione ou Ginny, ou en tout cas les futures mamans qui ont été mamans, en tout cas dans le fin 20e, début 21e siècle, elles ont dû travailler effectivement et faire comme la génération de nos mères. Oui, c'est C'est-à-dire ça. Et assurer un travail et en même temps, malgré tout, assurer aussi la maison avec une certaine équité avec le père. Ouais, et on peut s'imaginer une aide aussi des grands-parents. J'imagine bien Ah oui. Molly venir aider en soutien, que ce soit Ron ou Ginny. Enfin, je l'imagine bien gâter ses petits-enfants aussi. Donc, je pense qu'elle peut être là en soutien aussi. Moi, Donc, les j'imagine grands-parents de manière générale. tout à fait. Moi, j'imagine très bien Molly faire office de nounou une fois que tous ses enfants sont partis de la maison. Attendez, je vais faire nounou, je vous garde vos gosses, quoi. C'est ça. Moi, ça en fait beaucoup. Tous chez Molly, laissez Tous vos chez Molly. enfants à Molly. Parce que sur 7 enfants, bon. Mais ça fait beaucoup de petits-enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Après, la pauvre, elle va pas non plus garder tous les petits enfants qui lui arrivent après les uns après les autres. Et il y a aussi Fleur et Mm. Bill. Voilà, il y a pas que Après, c'est Ginny. pas forcément tous en même temps. Ils peuvent se partager les vacances chez C'est la mamie. guerre. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est moi ce qui m'a toujours interpellée, je sais pas pour vous ou pour les auditeurs, mais c'est quand même un monde où on devient parent très jeune, hein, où on se met en couple Mm. très tôt. On a l'impression que Poudlard, c'est un peu le mythique du monde sorcier. Et si t'as pas trouvé chaussure à ton pied là-bas, tu vas bien galérer en fait le reste de ta vie. Et on a l'impression que du coup, il y a une espèce d'attente où une fois que tu as eu ta 7e année, il va pas falloir trop tarder à te marier et à avoir des enfants, quoi. Ouais. Ouais, la majorité des couples qu'on voit, c'est ça. Ils se rencontrent à Poudlard. On a James et Lily, Harry et Ginny, Ron et Hermione, Arthur et Molly.
au final, on en a très peu qui se rencontrent après, mais on en a quand même. Par exemple, on a Bill et Fleur, ou pour reprendre Luna aussi, c'est après. Et on a très peu de célibataires, par contre. C'est un autre sujet, mais enfin, Poudlard, c'est vraiment une fabrique à couple, quoi. Il y en a très peu qui ressortent tout seuls. Ouais, mais alors ça vient sûrement aussi Oui, du c'est ce que fait que j'allais c'est une dire. période de guerre. En période de guerre, on se marie très vite, on fait aussi des enfants très vite parce qu'il y a la mort qui plane sur nous. C'est arrivé dans notre monde à nous, hein, tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le baby boom. Euh, moi, ça me choque pas ce genre de choses. Si vous voulez un exemple, quand vous voyez par exemple dans le dernier film Neville qui dit ah faut que j'aille voir Luna parce que je suis fou d'elle et on va peut-être bientôt mourir, bah, c'est exactement ça. Mm, mm. Qui n'est pas En dans le canon des livres, hein, Il rappelons-le n'est pas dans d'ailleurs. le canon, qui est dans le film, mais ce genre de phrase, bah, c'est exactement ça. Quand tu es en temps de guerre, bah, tu vas pas passer 3 ans à courtiser quelqu'un. En général, tu vas vite au sujet principal, quoi. Donc ça me choque pas. Et d'ailleurs, on Molly voit en très parle. souvent. Oui, vas-y. Non, je disais juste, Molly en parle juste avant le mariage de Bill et Fleur. Mm. Elle fait une mention à ça. Ouais. Elle parle du fait qu'il y avait beaucoup de mariages pendant la guerre. Oui, voilà, mais c'est logique, hein. Et d'ailleurs, on voit toujours les parents d'Harry vieux, entre guillemets, hein, qui ont au moins 40 ans, les acteurs, alors qu'en fait, en réalité, ils ont une vingtaine, 20, 25 Tout ans juste, ouais. maximum dans les Merci la films, dans les Warner. livres. Voilà, donc, Notez HBO, notez. Oui, parce voilà, que donc, Rogue, il a 30 et quelques années, c'est ça? Et comme ils sont de la même génération, si on Ouais, retire ouais. 11 ans à ouais, ça, ouais, voilà. Et Rogue, il a 30 ans, mais il a c'est 30 ans ça. quand Harry, il en a déjà 11, donc en Et fait, voilà un exemple de célibataire. Vous en Bah, il y a cherchiez, les il y a profs. Rogue qui est oui, il y a célibataire. Rogue, il y a Amanda De manière générale, Thatcher. les profs, je crois pas qu'on ait des occurrences de Oui, profs en Mm. couple. Très peu, hein. Ouais, ouais, très ouais. peu. Et souvent, il y a un peu cette image intouchable du célibataire endurci chez les profs, comme s'ils étaient un peu de sainteté. Ouais. Mais d'ailleurs, enfin, c'est parce qu'on a aussi le point de vue d'Harry, qui est élève, mais, et je pense que les auditeurs, professeurs me confirmeront, il y a très souvent des élèves qui voient leur prof comme quelqu'un qui est juste prof, et que ça leur fait bizarre s'ils les Ouais, qui ont croisent, pas par de vie. exemple, aux courses, ou Ah dans ça, le supermarché, ce genre de choses. Oui, oui, l'ancienne prof que je suis, ça peut te le confirmer, hein. C'est Voilà, donc en quand fait, ils vous croisent au centre commercial, c'est oh mon Dieu, elle Elle a sort une du vie placard de sa salle de voilà. classe, ça en existe. dehors de la salle. Voilà, on s'imagine pas les profs avoir leur vie à eux personnelle, alors qu'en fait, si, bien sûr que si, mais bon, on a le point de vue d'un enfant aussi, faut pas l'oublier. Oui, on ne se ranime pas avec la lumière du tableau, je Voilà, confirme peut-être, cette légende n'existe pas. voilà, peut-être qu'il y a des histoires d'amour entre les profs, on sait pas. Je lance Oui, ce mais non, débat. on va pas partir dans ces chips-là. Je me demandais s'il y avait un contre-exemple de ça, justement. Est-ce qu'on a un exemple d'un prof qui est en couple, pas forcément avec un autre prof, Bah, qu'on après, connaît? il y a Je suis en train Neville. de chercher, mais Je crois que je Neville, il trouve pas. devient prof de botanique, ouais, il est en couple. Neville, Ouais, Oui. Neville ouais, devient, c'est vrai. alerte spoiler, Neville devient prof de botanique et est Anna en Abbott. couple avec, j'ai plus le nom. Anna Anna Abbott, voilà, Abbott, ouais. qui a Ouais, repris, je crois, c'est pas Les Trois Ballets, c'est Chaudron Baveur, je Mmh, crois, elle reprend le Chaudron Baveur, il oui, me semble, un pub de en tout cas. mémoire. ouais. Un pub, voilà, elle reprend un pub sorcier, et donc Mais il est en ça, c'est la couple, nouvelle et génération. Mais à voilà. part lui, dans les profs, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Dans les profs Bah, et qu'on puis connaît, même nous, de quand si Ouais, Harry mais est élève. Rémus, il est plus prof. Ouais, mais oui. Mais du coup, il est Rémus, après c'était qu'il soit après, ouais. prof. Mais bon, pour le Ouais. coup, ouais, lui a eu quand même après une vie de famille. Mais après, il y a McGonagall Ouais. avant, du coup, mais c'était avant d'être prof. Oui, Heu, j'ai un moi doute. aussi, je me mets un doute maintenant, mais C'était pas en heu, j'ai un doute, parce qu'elle avait bah, pas elle sa était en maison couple du coup avec qui un de était à ses collègues Préolard? du ministère, donc quand elle travaillait au ministère. Mais après, est-ce qu'elle était prof pendant sa relation? Ouais. Je sais plus. Mais elle a pas eu une histoire avec un moldu aussi? Si, tout au début, Si, oui. si.
Ouais. Tout, ouais, avant. Ok. Mais bon, en tout cas, de toute façon, c'est pas parce qu'on est prof à Poudlard qu'on est obligé d'être célibataire. Pas du tout. Ouais, mais c'est la plupart des exemples qu'on a. Mais oui, c'est pas censé être un prérequis, mais bon. Et voilà, c'est pas un prérequis, mais c'est vrai que les exemples qu'on a le valident, mais c'est pas un prérequis. Ou alors, dans ces cas-là, il faudra vite revoir la politique Alors vous pouvez de vous l'école, quoi. engager, mais attention. En même temps, ce serait compliqué parce que les profs, ils sont tout le temps à Poudlard, donc pour avoir une vie de couple, bah, c'est compliqué. Mais de la même manière que c'est compliqué pour les enfants de continuer à communiquer avec leur famille quand ils sont à Poudlard, je pense que c'est pareil pour les profs, ils restent dans le château tout le temps, donc pour avoir une vie de couple en dehors, ça laisse que les vacances, c'est compliqué. Bah, après, pas forcément. Il me semble pas que les profs soient obligés de manger le soir à Poudlard. On précise pas si c'est une obligation, mais bon, ils le font quand même quasiment tous. Oui, mais parce Ouais, qu'eux, c'est ils ça. ont pas de vie de famille. Ben oui, c'est ça en fait, c'est qu'on connaît pas de prof qui a une vie de famille, donc forcément on peut pas vraiment ouais, imaginer ce qui se passe ou pas au niveau du règlement, ouais. Parce que, par Oui, c'est exemple, vrai. Hagrid qui est prof, il me semble que des fois, il est pas tout le temps en train de manger à la grande salle. Des fois, il mange aussi dans sa Oui, cabane. il est à la tête de sanglier en train de boire des coups, on sait. Ou en train de boire des coups, voilà. On parle pas mal des profs célibataires, mais je voulais rebondir sur le fait que on n'a pas on n'a pas beaucoup de cas de célibataires après, et notamment parce qu'il semble ne pas y avoir de divorce dans le monde sorcier. Et les familles monoparentales qu'on connaît, elles sont là qu'en cas de force majeure, donc par exemple décès d'un parent ou ce genre de choses. Ouais, tu penses au Lovegood par exemple avec la maman de Luna qui est décédée et du coup Xenophilius qui est le seul père célibataire qu'on connaît, je crois, hein. Ah oui, c'est ça, il me semble. Ah non, il y a Amos Diggory pour les mêmes raisons. Ouais, 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 il me semble, hein, les auditeurs me corrigeront si je dis des bêtises, mais il me semble que Amos Diggory est un père célibataire aussi, hein. 2 exemples de pères qui ont une vision de l'éducation totalement différente. Ouais, c'est ce que j'allais dire au niveau de la figure paternelle, on est plus, avec Xenophilius, même s'il est présenté comme un peu loufoque et complètement zinzin, on est plus sur une figure de paternelle, une figure de père positive. Hem, il met tout en œuvre pour protéger Luna, c'est sa priorité numéro 1, à chaque fois. Alors que sur Amos Diggory, on est plus sur une parentalité, une masculinité un peu toxique, de compétition à l'extrême, de pousser son fils, et cetera. Ouais, lui, c'est De l'adoration réussite. extrême de son fils. Oui, alors que Xenophilius est vraiment plus sur une, Une bienveillance. une bienveillance, une parentalité bienveillante. D'ailleurs, c'est dommage parce que en fait, il est souvent présenté comme quelqu'un de fou, comme, pas forcément une figure positive dans l'histoire et même d'ailleurs quand il trahit, spoiler alert, quand il trahit Harry, pour protéger Luna, c'est présenté comme quelque chose de négatif alors qu'en fait, dans tous ses choix, il met sa fille en 1er plan. Ouais, exactement, ouais. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Je le comprends totalement. Maintenant, c'est vrai que des fois, les pères célibataires sont un peu zinzin avec leurs enfants. Ils sont des fois un peu zinzin, hein. Mais oui, en tout cas, oui, il est bienveillant et puis surtout, ce qui est adorable avec Xenophilius, c'est qu'il il lui apprend, enfin, il partage avec sa fille des passions qu'il a. Alors certes, c'est des passions qui sont un petit peu loufoques, mais c'est adorable et c'est ça surtout qu'on attend des fois d'un parent, c'est qu'il y ait de l'échange avec son enfant et de partager une passion. Maintenant, c'est sûr que c'est une passion un peu loufoque, mais en tout cas, il est là pour elle. Alors que le père de Cédric est un peu plus dans la possession, un peu plus dans le côté je calque un schéma sur mon enfant Mmh. et l'enfant doit s'y adapter. C'est Je un lui peu laisse pas le choix. Il son doit suivre les c'est traces, un ouais. peu son faire-valoir. Enfin, quand on le rencontre, en Ça, fait, il se sent obligé de vanter tous les exploits de son fils comme si c'était aussi les siens, ouais, et comme si c'était une manière de montrer que lui aussi est important, parce c'est que son ça. fils est un grand joueur de Mmh Quidditch et mh. ci et ça. C'est ça. C'est un peu le Moi, c'est sa côté. réussite à Ouais, c'est le vas-y. côté un peu enfant trophée pour le père Ouais, de Cédric. c'est ça. Ouais, c'est ça, sa réussite de parent Mm, mm. via la réussite de son enfant.
Ouais, complètement, ouais. Alors que Xenophilus va être totalement dans l'inverse et plus à faire travailler l'ouverture d'esprit, et la curiosité et l'envie de découvrir tout ce qu'il y a autour de soi. Il va être dans le partage. C'est ça. Alors après, on a quand même pas mal de cas de parentalité toxique dans la saga. Parce qu'on on en a beaucoup chez les Serpentards. Oui, il y a pas que Amos, On a hein. Rogue. Il y a pas que Amos Zigori. Non. Il y a Rogue dont le père était violent. Il y a les parents Black qui étaient abusifs avec leurs enfants, qui, comme tu disais, qui allaient jusqu'à brûler la tapisserie, Quand on rentrait pas dans les quand schémas. quand on rentrait pas dans le moule. Les parents de Méropée qui étaient tous les 2 abusifs envers elle. Les Serpentards, en général, ont pas de chance sur le background familial. C'est vraiment un truc qui revient. Il y a déjà une pression par rapport au fait d'appartenir à une lignée de sang pur avec un certain prestige à perpétuer. Mais en plus, on voit souvent des modèles qui sont très problématiques chez les Serpentards, quoi. Sans que ce soit trop abusif, on a quand même, mine de rien, même Lucius, il laisse pas Drago s'épanouir en tant que personne, et il le modélise, il en fait un clone de lui-même en quelque sorte, pour faire son héritier idéal selon ses critères. Et c'est un peu la même chose que les Blacks, effectivement, mais sans que ce soit trop noir. On retrouve ce schéma-là même avec Lucius et Drago. Mais en fait, c'est vraiment abusif, c'est complètement abusif. Il le pousse à obéir au seigneur de la magie, à Lord Voldemort, alors que clairement, Oui. on voit qu'il dépérit son fils. Oui, je pensais plus à avant qu'il y ait Voldemort, dans les premiers tomes, mais oui, effectivement, ça reste abusif. Qui m'a toujours... Alors moi, je suis une grande fan des Malfoy et de Drago, donc je vais éviter de faire Ah bon 1 heure d'épisode là-dessus. Je pense à mes pauvres auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas envie de m'entendre monologuer pendant 1h30 sur Lucius Malfoy, mais je pourrais faire un épisode bonus peut-être, sait-on jamais, là-dessus. Mais il y a toujours un passage, moi, qui m'a énormément marqué dans les livres à ce sujet-là et que je trouve problématique en tant que parent. C'est le moment où, vous savez, dans le 2, où les équipes de Quidditch de Gryffondor et Serpentard se retrouvent nez à nez devant le terrain d'entraînement. Et donc, on présente Drago comme le nouvel attrapeur de l'équipe de Serpentard, qui se vante d'avoir les super balais, Nimbus 2001, machin, que Lucius vient de payer à toute l'équipe pour garantir une place à son fils dans l'équipe. Et en fait, je trouve ça hyper problématique en termes de parentalité, parce que ça veut dire quand même que le type, il n'a pas songé une seule seconde au fait que son gamin pouvait avoir cette place-là par lui-même parce qu'il avait le talent pour. Mais il s'est dit, en fait, je vais acheter des Ferrari à tout le monde. Je vais dépenser une fortune en balais hyper puissants, parce que mon gamin, en fait, va pas réussir par lui-même. C'est ça que ça veut dire. Oui, il a pas une très bonne opinion. Il a aucune confiance, en fait, au potentiel de son enfant. Il lui apprend absolument pas ce que c'est que la confiance en soi et l'encouragement, en fait. Et on sait que c'est hyper important pour un enfant d'être encouragé par ses parents. Oui, il lui coupe souvent la parole, il le remet quand même pas mal à sa place. On le voit dans le 2 à la signature de Lockhart. Il me semble qu'il lui dit: «Arrête Drago» ou un truc comme ça. Il l'humilie. Et on le voit aussi, à la coupe du monde, ouais, il est humiliant, ouais. Oui, et d'ailleurs, pour une petite anecdote, si vous regardez les scènes coupées du 2e film, vous voyez Lucius qui rabroue Drago quand ils sont dans la boutique de magie noire. Et vous voyez qu'effectivement, Lucius est un père toxique. Mais de toute façon, il est toxique aussi parce qu'il essaie de calquer un schéma familial sur son enfant et qui ne lui laisse pas le choix. Et on peut retrouver la même chose chez Molly, qui est très possessive avec ses enfants. Le problème, c'est que Molly va peut-être être possessive parce qu'elle veut le bien pour ses enfants. Lucius va calquer ce schéma familial et va toujours être sur le dos de Drago parce que Drago doit correspondre à ce qu'il attend de lui et il lui laisse pas le choix. Donc en fait, ce qui compte pour moi, c'est
est-ce qu'il y a de la bienveillance derrière ou pas? Bah, Molly, c'est surprotecteur, c'est-à-dire qu'elle veut pas que ses enfants s'engagent dans l'ordre du Phénix parce qu'elle connaît Voilà, très bien les risques qu'il y a derrière. ouais. Alors que Lucius c'est pas, enfin c'est pas son cas. Bah, Lucius, il C'est plus, s'oppose pas particulièrement au fait que son fils soit mange-mort, hein. Il est plutôt content de Au contraire, ouais. «Allez, vas-y, dénonce Potter, lui, il était mange-mort aussi, que ça arrange la famille, donc du coup, c'est bon mon fils, tu vas. À Voilà. aucun moment, il prend en compte le Et trauma de son gamin, tu t'écartes pas du truc, quoi. Mais bon, c'est des Mais vas-y, vas-y. pour Molly, au niveau de la enfin, oui, il y a toujours une pensée positive, quelque chose qui fait qu'elle veut le meilleur pour ses enfants, mais enfin, elle les empêche quand même de suivre leur voie quand elle, veut pas que Fred et George ouvrent leur boutique. Pour elle, il y a qu'un seul schéma, vous finissez l'école et puis vous faites pas ça parce que c'est pas quelque chose de viable. Mmh. Donc ça aussi, c'est pas forcément, une très bonne vision de Molly, c'est pas son meilleur épisode de parentalité. Non, et pourtant, J.K. Rowling a tendance à idolâtrer les mères, et là, elle montre une mère qui enfin, le côté négatif que peut avoir une mère, avec ses enfants quand ils grandissent. d'un côté d'être un peu Mmh. trop dirigiste, ouais, de Ouais, vouloir voilà. dicter leurs choix, ouais. Effectivement, oui, Mmh, mmh, il y a pas que les pères, qui sont dans ce cas-là, ouais. mmh. C'est la face noire de Molly. Façon de Molly. Mmh. C'est Et Dark mais Molly. en même temps, tu vois, il y a pas c'est vrai qu'il y a je pense qu'on a tous en tête les figures de mère, très, enfin qui sont au centre de la saga, qui ont un rôle déterminant dans la bataille, dans l'issue de la bataille, avec Lily Potter qui a fait le sacrifice ultime, avec, Molly qui est hyper protectrice avec ses enfants, qui finit par tuer Bellatrix, qui était quand même l'une des pires, meurtrières parmi les Mange-Morts. Avec Narcissa qui ment à Voldemort, qui prend le risque dans l'espoir de sauver son fils, etc. Mais il y a quand même aussi des mères problématiques. Il y a alors Bellatrix, est-ce qu'on l'inclut ou pas par rapport à l'enfant maudit? Je sais pas. Non! Bah, Personnellement, je dirais non, non, mais parce qu'elle s'en occupe pas de son gosse. Enfin, et puis surtout parce que l'enfant maudit n'est pas canon. Voilà, alors là, oui, voilà, en plus. j'ai lâché Alors la ça bombe. ça c'est un autre débat. En attendant, je suis désolé, mais Bellatrix, si elle a effectivement mis un gosse au monde, elle a simplement servi de poule, hein. C'était Oui, une poule génitrice pondeuse, plus que voilà. mère, Non mais non mais attends, c'est vrai. Elle a pondu un œuf, voilà, et puis après elle a été, se faire buter à Poudlard. Donc je suis désolé, Alors elle a ça, eu c'est aucun un rôle de vaste mère. débat, mon cher ami. On ne sait pas quelles ont été les conditions de conception et d'accouchement, mais Quelle horreur. on pourra y revenir. Est-ce qu'on veut vraiment savoir? Je pense pas. Et ben, on en parlera peut-être dans le prochain épisode qui sera autour justement des questions de grossesse, de conception, de sexualité, etc. chez les sorciers. Mais bon, sans aller jusqu'à Bellatrix, parce que c'est un exemple qui est problématique par rapport à l'enfant maudit, savoir si on l'inclut dans le canon ou pas. Mais effectivement, il y a des figures de mère qui sont quand même un peu problématiques. Il y a Molly, tu disais, qui est quand même très dirigiste, on va dire, qui est surprotectrice. Mais tu as des exemples moins connus aussi, comme la mère de Blaise Zabini, un serpentard que vous connaîtrez plus ou moins selon vos références Harry Potter, qui est décrite comme une veuve noire qui se remarie plusieurs fois avec des moldus très riches et qui tous ses maris disparaissent mystérieusement, on sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et elle, à chaque fois, s'enrichit des biens des autres hommes qu'elle arrive à séduire. Donc tu vois, il n'y a pas non plus de culte du père qui serait, enfin de la mère pardon, qui serait forcément hyper positif par rapport au père. C'est peut-être plus mis en avant, mais c'est quand même nuancé. Hein. Il y a quand même des contre-exemples. Oui, Oui, il y a c'est nuancé il y a comme les Pétunia aussi. serpentards, comme on nuance les serpentards, hein. C'est une nuance qui est Ouais, très, mais très, très, regarde, très faible. alors tout le monde ne va pas vouloir s'attarder dessus, mais regarde dans l'enfant maudit, c'est quand même deux pères de famille qui sont au centre de l'histoire. Les mères, elles sont secondaires dans l'enfant Il me maudit. semblait que c'était deux enfants serpentards qui étaient au centre.
Ouais, mais t'as aussi toute la question de la parentalité dans l'enfant maudit qui est hyper C'est vrai, intéressante. Enfin, moi, c'est j'ai vrai. aimé. Moi, je n'aime pas l'enfant maudit pour son histoire sur le voyage dans le temps, etc. Bon. Par contre, j'ai apprécié le fait qu'on puisse voir un Harry Potter père de famille. Est-ce que ça implique? Et évidemment, mon personnage préféré, j'ai apprécié voir Drago en tant que père de famille aussi. Mais justement, tu vois, il y a la figure des pères là a été hyper importante dans la pièce. C'est quand même eux Oui, il y a qui... Amos Et il aussi. y a Amos aussi. Enfin, voilà, les pères de famille sont très présents dans l'enfant maudit. C'est eux Oui, qui mais vont se l'enfant démener pour maudit, retrouver leurs enfants qui sont en train de voyager dans le temps. oui, mais l'enfant maudit fait-il partie de la saga déjà? Ah bah, J.K. Rowling a dit que c'était canon. Voilà. En tout cas, c'est une fanfiction qui mérite qu'on se penche dessus. Oui, tout à En fait. tout cas, il y a la question de la parentalité dedans. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Non, sérieusement, c'est vrai qu'il y a la question de la parentalité dans l'enfant maudit. Et c'est vrai que dessus, Harry calque un peu ses espérances envers son enfant. Malgré tout, je pense quand même que c'est des choses qui peuvent arriver en tant que parent, d'avoir des espérances pour son enfant, mais que on doit, nous, en tant qu'adultes, enfin, je pense que de toute façon, il n'y a pas de livre pour être parent, et que on apprend aussi quand on apprend aussi de notre enfant, et que là, Harry devait apprendre de son fils, et d'ailleurs, à la fin, il s'excuse, il me semble, et il revoit un petit peu sa position. Mais Ouais, les deux pères au ouais, ouais, centre de ouais. l'histoire sont dans ce cas. Mais ça, que ce soit père ou mère, c'est les choses effectivement qui peuvent arriver dans l'éducation d'un enfant. Surtout quand l'enfant commence à être dans la phase de l'adolescence et que bah, du coup il a ses propres envies, ses propres aspirations et que bah, il faut lui laisser de la place pour s'épanouir et l'adulte devant bah, limiter un petit peu les choses, mais quand même laisser des libertés à l'enfant. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Eh bien, il est temps, chers auditeurs, de passer avec nous la porte de la salle de l'amour, la rubrique dans laquelle nous vous proposons chacun une review de création de fans autour de la thématique du jour. Et nous allons commencer avec Amandine. Qu'as-tu lu cette semaine? Alors, notre choix dans la fondation Femmes s'est porté sur Dore Teddy par lalolo38 sur harrypotterfanfiction.com. Donc le pitch de cette histoire, c'est Andromeda qui vient d'apprendre la mort de Tonks et Rémus. Elle se penche sur le berceau de Teddy et lui parle de ses parents. Et donc pourquoi ce choix? C'est un chapitre unique, donc c'est idéal quand on a peu de temps ou qu'on découvre l'univers des fanfictions. L'auteur ou l'autrice brosse le portrait d'un couple, de sa formation à la fondation de leur famille. On comprend d'un point de vue extérieur quelle a été leur histoire. On trouve aussi intéressant que la disparition d'une famille, Rémus, Tonks et Teddy, devient la naissance d'une autre, Teddy et Andromeda. Le conseil de la rédaction, sortez les mouchoirs. Ok, bah alors moi aussi j'ai une fanfiction qui mentionne Andromeda. Moi j'ai lu The Ties That Bind de Phoenix Writing qui a été publié sur AO3. Et dans cette histoire-là, alors Andromeda meurt justement quelques années après la disparition de Rémus et Tonks. Et du coup, c'est Harry et Drago qui se retrouvent avec la responsabilité de devoir élever Teddy, tous les deux, puisqu'il n'y a plus d'autres gardiens. Et donc à ce moment-là, Teddy a 3 ans. Quand ils se retrouvent confiés du coup à Harry et à Drago qui doivent cohabiter du coup au Square Grimoire pour se partager ces nouvelles responsabilités. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans cette fanfiction.
notamment le fait qu'on parle beaucoup d'équité dans le partage des tâches. On en parlait un peu tout à l'heure avec la charge mentale de Molly, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui revient pas mal dans la fanfiction où ils vont aller chercher de l'aide en demandant à Molly et à Narcissa, entre autres, de garder Teddy pour pouvoir aussi mener leur carrière au ministère, etc. Et on retrouve l'idée du coup qu'il n'y a pas de crèche a priori ni d'école maternelle dans le monde des petits sorciers. Il y a le rapprochement improbable du coup entre ces deux familles, les Weasley et les Malfoy, que tout oppose dans la saga, qui là va se faire petit à petit grâce ou à cause de ce petit garçon qui vient un peu tout bouleverser pour eux. Et vraiment, ouais, j'ai adoré cette fanfiction, je la recommande à tout le monde. Je trouve que la plume est incroyable. Au-delà du thème de la parentalité, c'est extrêmement bien écrit, c'est drôle, c'est tendre, il y a vraiment de tout. Pour les puristes quand même qui adorent le canon, sachez qu'il y a des petites modifications. Alors évidemment sur le fait que Andromeda disparaît assez rapidement. Il y a aussi le fait que Lavande et Ron sont mariés. Et ça, je plus sois. Et évidemment, il y a du Drarry. Et ça, je plus sois encore plus. Populaire opinion ou pas, je m'en fous. Et ce qui m'amène d'ailleurs au troisième point qui est soulevé dans cette histoire et qui sera peut-être dans notre prochaine émission, on parlera de sexualité. La parentalité dans les couples de même sexe, dont on n'a pas parlé puisqu'il n'y a pas d'exemple dans la saga canon en tout cas. Et donc j'ai trouvé cette question-là très intéressante dans la manière dont elle était amenée dans cette fanfiction-là. Et voilà, je vous la recommande vivement. Alors à moi, donc moi j'ai lu Harry Potter 7 3 quarts, une fanfiction d'Alix qui a fait cette fanfiction en se basant sur des éléments du canon qu'a donné J.K. Rowling en faisant des interviews et donc en expliquant ce qui se passait après pour les personnages. Donc du coup, cette fanfiction, en fait, elle se passe tout de suite après la bataille de Poudlard et on y voit le trio grandir dans leur vie d'adulte et accomplir leur vie de famille avec leur haut et leur bas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle fait beaucoup de parallèles avec une vie, enfin, des exemples de vie moldue, c'est-à-dire comment est-ce qu'un sorcier peut se réagir avec un bébé qui régurgite son lait. Et on y voit du coup beaucoup de sorts utilisés pour pallier à ce genre de désagrément. Surtout, on y voit l'usage de ce fameux sort dont on a parlé tout à l'heure, du sort Evanesco, pour vider une couche, la couche du bébé Teddy, qui est devenu, qui est d'ailleurs, hein, spoiler alerte, qui est devenu métamorphomage, hein, comme sa mère. Et c'est un sort que tous les jeunes parents rêvent d'avoir. Et ben Harry, lui, il peut le faire et c'est donc super pratique. Et ce qui était très drôle dans cette anecdote, c'est qu'il se rend pas, enfin, il se rend pas compte tout de suite qu'il peut le faire. Et en fait, bah si, et c'est vachement pratique. Hermione d'ailleurs lui dit, mais t'es un sorcier, Harry. Utilise ton sort Evanesco. Et ah bah oui, tiens, tac, et pof, la couche est propre. On y voit par exemple également Andromeda réparer tout ce que le petit Teddy peut casser chez elle. Et on voit, parce que oui, Harry va avoir des enfants, et on le voit fatigué après de longues nuits sans sommeil au travail. Donc ça m'a beaucoup fait rire ce genre de parallèle avec une vie moldue en fait. Voilà. Et toi, Woxen? Alors moi, j'ai lu Le Ver secret de la forêt de Blue, je pense que ça se prononce comme ça, BL2O, du site hpfanfiction.org. Et c'est une fanfiction dans laquelle, à la suite du décès de Fred, Molly se perd dans la forêt et va tomber nez à nez avec Lily. Et du coup, du parallèle de la façon dont Molly s'est occupée de Harry quand il est venu chez elle, à la suite, quand il est venu chez elle après s'être intégré à la famille Weasley.
Cette fois-ci, c'est Lily qui promet à Molly de s'occuper de Fred et de le garder sous son aile en remerciement. Donc j'ai beaucoup aimé cette fanfiction qui est une fanfiction en un seul chapitre, qui est très courte et très poétique, parce qu'elle exprimait un côté de la parentalité dont on n'a pas forcément parlé des masses, mais du coup qui est ce côté aussi quand les parents sont confrontés au danger, à la mort, aux blessures graves de leurs enfants, parce que ça c'est arrivé dans la saga. C'est arrivé à plusieurs reprises, comme en temps de guerre, quoi, voilà. Et du coup, j'ai bien aimé lire quelque chose qui abordait ce sujet-là. Pour nos auditeurs, si ça vous intéresse, les liens vers les fanfictions que nous lisons dans cette rubrique sont répertoriés sur notre compte Instagram. Pour terminer cette émission, nous allons passer la porte de la salle de l'espace, notre jeu de fin d'émission, pour lequel nous empruntons porte au loin et fiole de polynectar en nous glissant dans une situation du monde sorcier. Et la situation dans laquelle nous allons nous glisser pour cet épisode, la voici. Votre enfant fait pour la première fois de la magie sans le faire exprès, devant votre belle famille entièrement moldue et qui ne connaît pas l'existence de la magie. Quelle excuse allez-vous pouvoir inventer pour expliquer ce qui vient de se passer? C'est-à-dire, on peut imaginer des cheveux qui changent de couleur, la vitre qui disparaît, un objet qui se retrouve propulsé ailleurs, une explosion, etc. Je pense que je ferais genre, j'initie mon enfant à la magie, mais genre la magie moldue qu'on connaît, les petits tours de passe-passe et j'essaierai de reproduire un truc en montrant comme si je montrais un peu les ficelles de ce qui vient de se passer, pour que tout le monde fasse: «Waouh, c'était trop bien fait!» Ah, c'est super malin ça. J'avoue, moi, j'aurais pas été aussi maligne, j'aurais dit un truc du genre «Mais vous trouvez pas qu'il y a des courants d'air froid bizarres? Vous pensez pas que la maison est peut-être hantée?» Ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors moi, personnellement, si mon enfant fait ça, moi j'explose de rire. Je serais trop content et je me dirais: «Ah mais c'est trop bien, t'as réussi à faire ça!» En mode papa poule. Et concernant la belle famille, oh bah, je me tournerai vers eux, puis je ferai un petit oubliette. Voilà, hop là, c'est J'allais dire réglé. la même. Tu as un coup d'oubliette et tout va bien. Oui, Ah oui, c'est vrai, c'est plus simple. et vous êtes des sorcières ou pas? Attends! Ou Apparemment tu Allez! crées pas. une diversion, tu vois. Avec la magie, tu essaies de créer une diversion pour que du coup, ils pensent plus trop à ce qui vient de se passer et qu'en fait, ça a l'air d'être une Ouais, voilà, succession tu casses d'événements. la pile d'assiette qui est sur la table, hop là, et puis oh regardez, c'est cassé là-bas. L'urne de la grand-mère Dis sur la donc, on a cheminée. peut-être un peu Ouais. trop abusé du vin de table à midi. Vous avez pas eu l'impression que? Non, mais en fait, c'est parce qu'on a bu un petit peu trop ce midi de vin. Ouais. Le vin, il était fort, hein. Il était fort le rouquin au dîner, hein. Ou si Ouh! on passait au dessert et à la soupe à l'oignon. Tu sais, c'est les mamies, je sais pas si vous avez vu ça, vous, dans vos familles. Les grands-parents, souvent, ils servaient la soupe à l'oignon à 2 ou 3 heures du matin, tu vois, quand t'avais des grands repas de famille qui n'en finissaient pas pour que les parents, comment dire, reprennent la route un peu plus, de manière un peu plus On n'a pas responsable. on n'a pas Ah la même non. famille, hein, parce que moi, c'était le petit Ouais, digestif, hein. C'était plutôt le Ouais, c'est digestif, hein. ça. Ah moi, ma grand-mère, elle faisait de la ouais, soupe à pareil, je l'oignon. vois pas trop ça. Ah ouais? Bah, vous nous direz si, Je certains se reconnaissent. C'est peut-être un truc de Normand, je ne sais pas. je connaissais pas cette astuce. Non. Chez nous non plus, il y avait pas ça. Ah la tristesse, vous avez pas connu les soupes à l'oignon à 2-3 heures du matin, pour aider les parents à décuver, quoi. Ah non, nous, c'était le digestif pour, Pour digester. pour digester, exactement. Ouais, ou sinon plus traditionnellement, genre un café ou un truc comme ça. Ou un petit pisse mémé. Eh bien, il est temps de conclure l'émission. Nous allons remercier nos collaborateurs Woxen et Amandine pour leur participation. Merci de nous avoir reçus. Merci pour l'invitation. Et Amandine, on en profite pour dire que tu es l'animatrice d'un podcast, toi aussi, qui s'appelle La Pellicule d'Argent, si tu veux nous en parler. Oui, donc c'est un podcast qui parle de cinéma. L'idée, c'est que je découvre
par mes propres moyens et mes recherches le monde du 7e art et j'invite les auditeurs à découvrir avec moi, même si on n'a pas forcément toujours les connaissances techniques pour parler des films en détail, bah, on est quand même légitime à en parler. Donc l'idée c'est d'en parler tous ensemble à travers des anecdotes et des portraits d'acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices et des revues de films. Et voilà, tout ça dans une même émission. Vous la retrouverez, on vous la mettra en description sous la barre pour l'épisode. Et on vous la mettra aussi sur le compte Instagram, vous aurez les liens pour pouvoir écouter l'émission d'Amandine. Merci. Et la prochaine émission, quant à nous, sera disponible au début de mois prochain. Et on s'interrogera cette fois sur la sexualité dans le monde sorcier et notamment sur l'absence d'éducation à la sexualité. N'hésitez pas à nous donner vos réactions et vos points de vue sur ces questions en nous envoyant une beuglante à l'adresse beuglantemystère@gmail.com ou un flacon d'amortensia à l'adresse amortensiamystère@gmail.com. Et nous serions aussi ravis d'avoir vos suggestions pour le jeu de fin d'émission dans la salle de l'espace sur notre compte Instagram. Vous retrouverez les liens en barre de description. Si vous aimez cette émission, nous vous invitons à laisser une petite étoile pour nous aider à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Bonne journée à tous. Bonne journée!